toujours un grand plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous, en plus dans une salle où on retrouve des personnes qui sont passionnées par le développement des enfants. Ici, vous êtes des parents, vous êtes des enseignants, vous êtes des éducatrices, des éducateurs dans nos milieux de CPE. Donc, tout le monde ici est concerné par le développement des enfants. Donc, d'avoir pour moi le plaisir et le privilège de partager certaines de mes passions, mais aussi certaines de mes préoccupations par rapport au développement de nos enfants. Entre autres, en lien avec le jeu libre, on va beaucoup parler de jeu libre ce soir. On va voir qu'est-ce qui fait en sorte que les enfants se sont désintéressés du jeu libre, du jeu actif à l'extérieur surtout. On vous a demandé sur vos tables on vous a posé la question, en fait, quelles sont les qualités pour vous qui vous apparaissent les plus importantes que votre enfant développe pendant son parcours, que votre enfant développe lors de son passage au CPE ou quand il va être à l'école? On remarque que la majorité de ces qualités-là, ça correspond pas mal tout le monde à nos valeurs comme parents. Il n'y a pas grands-parents ici dans la salle qui vont dire « Ben non, c'est pas important que mon enfant développe l'autonomie » ou « C'est pas important que mon enfant devienne respectueux, etc. » Mais est-ce que le courage, est-ce que le respect, est-ce que les sentiments d'empathie qui sont si importants pour nous, est-ce que quand on se questionne dans l'environnement dans lequel nos enfants vivent, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on offre aux enfants un environnement dans lequel ils peuvent s'épanouir, un environnement dans lequel ces qualités-là vont émerger de façon naturelle, parce que c'est instinctif pour les enfants de jouer. On parle beaucoup de jeu, tout le monde trouve ça important, le jeu. Hein? Ça fait une centaine d'années que la phrase célèbre, hein, le jeu, c'est le moteur du développement de l'enfant, ou que le jeu, c'est le travail de l'enfant. Mais si on se penche maintenant sur c'est quoi vraiment le jeu? Hein? C'est quoi le jeu libre? C'est quoi la définition du jeu libre pour les enfants? Puis quand on commence à poser cette question-là, puis à répondre un peu à c'est quoi la définition du jeu libre, rapidement, on se rend compte que nos enfants sont rarement dans des situations où ils peuvent être libres dans leur jeu. Deux choses importantes pour que le jeu libre reste libre pour l'enfant. La première, c'est que le jeu libre doit être auto-initié par l'enfant. Donc, que l'enfant décide lui-même de s'intéresser à un jeu en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de ce que lui a envie de faire à ce moment-là. Donc, que le jeu soit initié par l'enfant, c'est essentiel à ce que le jeu reste un jeu pour lui. La deuxième chose, pour que le jeu libre reste libre pour l'enfant, c'est qu'il soit auto-régulé par l'enfant. Donc, que l'enfant soit le maître de son jeu, que l'enfant puisse décider des règles de son jeu, que l'enfant puisse décider avec quel ami il a envie de prendre part à ce jeu-là, que l'enfant puisse décider de la durée de son jeu aussi. Donc, ce sont les deux prémices pour que l'enfant puisse retrouver du plaisir dans le jeu. Hein, si on enlève un de ces deux facteurs-là ou si on vient intervenir sur un de ces deux facteurs-là, en encadrant davantage nos enfants ou en intervenant dans leur jeu parce que soit qu'on ne trouve pas sécuritaire ou on a l'impression que, mon Dieu, en jouant à ça, ils n'apprendront rien, bien, à chaque fois qu'on fait ces interventions-là, on vient diminuer le plaisir que l'enfant va avoir dans le jeu. On se rend compte que maintenant, pour que les enfants soient actifs à l'extérieur, qu'ils jouent à l'extérieur, on a l'impression qu'il faut souvent qu'ils soient engagés dans des activités qui sont encadrées, organisées par des adultes. Les sports organisés, en passant, ça n'a rien de mauvais. Je pense que le sport organisé, c'est une occasion aux enfants d'explorer, de vivre des nouvelles expériences, mais par contre, ça ne peut pas remplacer le jeu libre. Parce que dans le sport organisé, dans une pratique de soccer, par exemple, on ne respecte pas nos deux mantras de base de ce que devrait être le jeu libre. Hein? Parce que l'enfant, bon, des fois, il va choisir que oui, c'est ça qu'il veut faire comme activité, mais des fois, en cours de route, il va s'en désintéresser, puis mais là, on l'inscrit, fait qu'il va y aller. Donc, en partant, le jeu n'est pas toujours initié par l'enfant, puis en plus, le jeu est très, très, très encadré par l'adulte, hein, par des règles, par des consignes, attendre ton tour, etc. Donc, ce genre d'activité-là, on s'éloigne beaucoup de ce que c'est le jeu libre pour l'enfant. Les enfants passent beaucoup de temps aussi dans nos milieux de garde, en milieu scolaire aussi, à faire du bricolage. On a l'impression que le bricolage, c'est un jeu pour l'enfant, mais quand on se réfère à la définition du jeu, on n'est pas là du tout.
Une activité de bricolage dirigée, imposée, pour l'enfant, ce n'est pas du jeu. Il participe à une activité de bricolage, mais il n'est pas du tout dans un contexte de jeu libre où on va lui proposer du matériel, mais aussi avec des consignes, des étapes à suivre pour finalement arriver à ce que le cœur de Saint-Valentin devrait ressembler à la fin. Donc, on s'éloigne beaucoup de ce que c'est le jeu libre dans ces activités-là. Puis, on voit de plus en plus qu'on a tendance à engager nos enfants dans des activités qui sont structurées, qui sont encadrées, puis de plus en plus à s'éloigner de ce que ça devrait être le jeu libre. Il y a des chercheurs qui ont commencé à s'intéresser à l'importance du jeu libre chez les enfants à partir des années 50, il y avait déjà une préoccupation par rapport à l'importance que le jeu libre avait pour le développement des enfants. Donc, on a des données quand même sur lesquelles s'appuyer qui remontent statistiquement à quand même plusieurs années. Puis qu'on peut voir vraiment depuis ces années-là, depuis les années 50, qu'il y a vraiment un déclin, une diminution drastique du temps où les enfants sont dans une situation où ils peuvent faire du jeu libre. Cette diminution-là, évidemment, on parle les enfants, présentement, ils passent à peu près le 6e de leur temps de ce qu'ils passaient, 50, 60 ans, en mode jeu libre. Avec toutes les conséquences qu'on sait que ça a sur leur plan, sur leur développement physique, sur leur santé physique, mais aussi sur leur développement social, leur développement affectif, leur développement, leur santé psychologique aussi. On va en reparler un peu plus tard. Donc, on voit vraiment que dans ces années-là, il y a eu un déclin rapide, quand même, du jeu actif, du jeu libre, puis les enfants qui transposent ça dans des activités qui sont beaucoup plus sédentaires. Souvent, on va nommer la technologie comme responsable du fait que les enfants bougent moins, que les enfants sont plus sédentaires. Mais en fait, la technologie est juste venue remplacer quelque chose qui est disparu au fil des années, qui est le jeu libre. Heureusement, quand on pose la question aux enfants, s'il y avait l'opportunité de jouer à l'extérieur avec des amis après l'école, de jouer dans la ruelle au hockey, plutôt que de s'installer devant leurs jeux vidéo, il y a 90% des enfants qui répondent que s'il y en avait l'opportunité, s'il y avait des amis dans la ruelle, qui préféreraient de loin aller jouer à l'extérieur que s'installer devant leur tablette ou leur jeu vidéo ou l'écran de télévision. On voit aussi que les parents sont convaincus, dans une récente étude, un rapport qui a été commandé par Kino Québec, puis l'étude a été réalisée par une chercheure à l'Université de l'Outaouais. On s'interrogeait par rapport à c'est quoi la perspective des parents en lien avec le jeu libre? C'est quoi les craintes vraiment des parents en lien avec la prise de risque dans le jeu des enfants? Puis on se rend compte que la grande majorité des parents sont en faveur de la prise de risque dans le jeu. Il y a 84% des parents interrogés qui ont répondu à l'enquête qui étaient d'accord avec le fait que le jeu libre et le risque dans le jeu est essentiel à ce que l'enfant développe sa confiance en lui. Il y a 95% de ces mêmes parents-là qui trouvent essentiel que les enfants retrouvent des défis physiques à relever dans leur jeu, que c'est essentiel dans leur développement global. Donc, d'un côté, on est convaincus, d'un côté, pour nous, c'est important, ça fait partie de nos valeurs. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a à peine le quart des enfants de plus de 10 ans qu'on laisse autonomes à se promener dans leur quartier environnant en vélo, en patin à roulettes, en planche à roulettes, sans la supervision d'un adulte. Le quart des enfants seulement. Il y a 25% des enfants qui participent à des jeux de chamaille, du tiraillage de façon quotidienne ou peu importe, mais de façon fréquente. Seulement 11% des enfants pour qui c'est permis de grimper aux arbres. Donc, d'un côté, on trouve que c'est important, mais d'un autre côté, on a vraiment de la difficulté à leur offrir un environnement et puis un encadrement qui leur permette de développer ces habiletés-là. On pourrait nommer plein de raisons pour lesquelles les enfants se sont désintéressés tranquillement du jeu libre, du jeu actif, du jeu à l'extérieur. Je suis certain qu'on pourrait passer facilement 1 heure ici ce soir, que tout le monde lève sa main, puis tout le monde serait capable de trouver plein de raisons pour lesquelles les enfants tranquillement se sont amenés
à délaisser le jeu libre, le jeu actif. Je vais vous en présenter seulement 2 ce soir. Puis la raison pour laquelle on a choisi de vous présenter ces deux facteurs-là, c'est que c'est des facteurs sur lesquels on peut avoir un impact. C'est des facteurs qu'on peut influencer. Que demain matin, si on décide de changer des règles dans notre famille ou à l'école ou dans notre CPE, qu'on peut faire une différence sur la qualité du milieu des enfants, que nos enfants vont évoluer. Donc, la première, évidemment, c'est l'hypersécurité, parce que c'est le thème de ce soir. Qu'est-ce que l'hypersécurité? C'est la crainte irrationnelle, puis vraiment irrationnelle, qu'il y a quelque chose de grave qui peut arriver à mon enfant si je le laisse sortir tout seul dans la rue, si je le laisse marcher pour aller à l'école. La peur irrationnelle que mon enfant se fasse mal. Cette peur-là, bien sûr, a été est un peu exacerbée par ce qu'on entend passer dans les médias, les journaux, tout ça. Hein, on nous fait souvent peur parce que, bon, les histoires qui font peur, on en entend toujours plus parler que les autres. Donc, ça nous amène à surprotéger nos enfants, ça nous amène à prendre des décisions qui sont un peu, qui s'éloignent de ce que devrait être l'environnement optimal pour qu'un enfant puisse bien se développer. L'hypersécurité nous a amené vraiment à retirer nos enfants de leur habitat naturel qui est la nature. À retirer les enfants d'un habitat ou d'un milieu qui leur permet naturellement de développer leurs habiletés physiques, de développer leur confiance en eux en grimpant sur des roches, en grimpant aux arbres, de développer des habiletés sociales à échanger avec des amis. Parce que ça n'arrive pas dans le jeu organisé, dans le jeu qui est encadré. Dans le jeu organisé, dans le jeu encadré, l'enfant n'a pas l'opportunité de développer ces habiletés-là. On décide tout pour lui, on décide des règles, on décide de qu'est-ce qu'il va faire, puis du moment où il va le faire, puis de la longueur que ça va durer aussi, du temps qu'il va avoir pour le faire. Donc, l'hypersécurité nous a amenés à vraiment se déconnecter puis à débrancher nos enfants du milieu naturel, de la nature. Un milieu qui pourtant est si riche en termes de développement, qui a un potentiel énorme. Le deuxième facteur qu'on va parler, c'est l'hyper-encadrement. On a parlé un peu, hein, on a l'impression que pour que les enfants puissent jouer à l'extérieur, puissent avoir du plaisir, inévitablement, il faut que ça passe par une activité qui est organisée, qui est structurée. Mais on fait un peu la même chose avec chacune des qualités, chacune des habiletés qu'on veut que nos enfants développent aussi. Hein. L'hyper-encadrement, ce que c'est, en fait, c'est la perception qu'on a d'avoir toujours à intervenir dans le développement de l'enfant pour qu'il puisse réaliser ses apprentissages, pour qu'il puisse développer les qualités pour lesquelles qu'on juge très, très, très importantes qu'il développe. On va essayer de compartimenter aussi l'enfant dans ses apprentissages. Puis après ça, pour chacun de ces compartiments-là, on va se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme adulte, pour influencer l'enfant à améliorer, à développer son répertoire, ses habiletés motrices? Qu'est-ce que je peux faire pour stimuler le langage d'un enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour stimuler un enfant à bouger davantage? Hein? On l'a vu beaucoup avec la psychomotricité. Est arrivé avec ça aussi depuis une vingtaine d'années, puis bon, c'est en train, heureusement, de disparaître tranquillement, mais les jeux éducatifs, les émissions de télévision éducatives, parce qu'on a l'impression que pour que l'enfant se développe, pour que l'enfant fasse les apprentissages, qu'il a nécessairement besoin de notre intervention. On a vu aussi de plus en plus l'école sortir de l'école. Hein, les principes que les professeurs utilisent à l'école de pédagogie, tout ça, bien, c'est rentré aussi à la maison. C'est aussi débarqué dans les CPE, dans les garderies privées, etc. D'essayer vraiment de stimuler chacune des facettes de nos enfants parce qu'on a peur, on n'a pas confiance en eux, qu'ils aient toutes les habiletés pour se développer. Puis la conséquence de ça est très grave. La conséquence de ça est très grave parce que je suis certain que pour la majorité d'entre vous ici, en fait, pour la très, très grande majorité, autant les parents, qu'on entend parler aussi beaucoup dans les écoles, les professeurs,
Une des préoccupations présentement qu'on a avec nos enfants, c'est les enfants qu'on trouve donc stressés, qu'on trouve donc anxieux. Des enfants maintenant qui ont de plus en plus de problèmes aussi, vraiment de santé mentale, de dépression. Dans les 50 dernières années, on a vu une augmentation de 8 fois le nombre de cas des enfants aux prises avec des problèmes d'anxiété ou de dépression qui ont été documentés, diagnostiqués par des professionnels de la santé. 8 fois plus. Étrangement, cette augmentation-là du stress chez l'enfant, de l'anxiété, on peut très, très bien le corréler avec la diminution, avec le déclin du jeu libre. C'est sûr que c'est difficile d'établir une cause à effet, mais la corrélation est là. On essaye après ça de faire d'autres types de corrélations, de voir si l'augmentation du stress, de l'anxiété chez les enfants ne serait pas plutôt corrélée avec le niveau de richesse ou les cycles économiques ou même les guerres. Puis on se rend compte que le seul dénominateur commun, c'est la disparition du jeu libre. C'est sûr que c'est sûrement pas le seul, mais entre autres, c'est un facteur très, très important. Puis quand on interroge les psychologues, les professionnels de la santé à savoir, mais comment ça se fait que nos enfants sont de plus en plus anxieux, sont de plus en plus stressés? Les psychologues nous répondent que ce n'est pas seulement chez les enfants, mais c'est vrai aussi chez les adolescents puis chez les adultes, que la première cause, en fait, ce qui prédispose les gens à développer des problèmes comme ça, de stress puis d'anxiété, c'est la faible perception qu'ils ont sur le contrôle de leur vie. La perception que leurs émotions, la perception que les événements qui leur arrivent ne sont pas provoqués par eux, mais sont provoqués par l'environnement qui les entoure. Le surencadrement amène directement cette situation-là. Quand on raye de l'agenda de l'enfant le jeu libre, on vient d'y enlever la seule opportunité qu'il a de réaliser qu'il peut avoir le contrôle, sur ce qu'il aime, qu'il peut avoir le contrôle sur son activité, qu'il peut avoir le contrôle sur les gens avec qui il va jouer, qu'il peut avoir le contrôle sur le temps qu'il est disponible pour jouer aussi. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit que le jeu libre, le déclin du jeu libre a amené une situation comme ça chez nos enfants, puis pas juste chez nos enfants. Je pense que c'est un apprentissage, avoir la perception que je peux avoir un contrôle sur mon avenir. C'est des choses qui restent ancrées profondément en nous, même pendant notre adolescence, puis même souvent rendues à l'âge adulte. On voit que l'hypersécurité, que l'hyper-encadrement a amené nos enfants à vivre plein de difficultés. On se pose des questions beaucoup aujourd'hui par rapport à la réussite scolaire, par rapport au stress, par rapport au développement de certaines qualités qu'on aimerait voir émerger chez nos enfants, puis qu'on se dit, mais comment ça se fait que mon enfant est aussi peu autonome, ou aussi peu débrouillard, ou comment ça se fait que mon enfant persévère jamais? J'ai l'impression qu'il manque de courage, qu'il a de la misère à amener une activité à terme. Mais c'est à travers le jeu libre que l'enfant peut faire tous ces apprentissages-là. Puis à partir du moment où l'enfant n'a plus l'opportunité de développer sa qualité-là à partir du jeu libre, ben on se ramasse avec les préoccupations qu'on a présentement comme parents, comme enseignants, comme éducatrices, éducateurs en service de garde également. C'était le bout déprimant. C'était le bout déprimant. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut faire quelque chose pour changer ça. D'abord, il faut réaliser tout ce que l'enfant, à travers le jeu libre, peut développer. Comprendre comment l'enfant se développe à travers le jeu va nous amener à réaliser que, bon, peut-être que finalement, mon enfant, il n'a pas tant besoin de moi que ça pour se développer. Réaliser qu'à travers le jeu, l'enfant va être amené à développer ses habiletés motrices. Ces habiletés motrices fondamentales sur lesquelles vont s'appuyer après la confiance qu'il va avoir en lui quand il va arriver dans son cours d'éducation physique, quand il va arriver pour jouer au terrain de soccer avec ses amis ou à prendre part à une activité physique quelconque. La majorité des enfants qui se désintéressent ou qui abandonnent la pratique d'une activité physique ou du sport, c'est en grande partie
Quand on questionne ces enfants-là sur les raisons pour lesquelles ils se sont désintéressés, une des premières réponses que les enfants vont nous donner, c'est qu'ils ont une perception négative de leurs habiletés motrices. Ils n'ont pas confiance en eux. Donc, plutôt que de risquer d'avoir de l'air fou, plutôt que de risquer de se faire juger par ses amis, ils préfèrent rester sur les lignes de côté. Ils préfèrent aller vers des jeux qui sont beaucoup plus sédentaires. Le jeu libre, entre autres, les jeux de tiraillage, de chamaille, toutes les habiletés que les enfants peuvent développer à partir de ces jeux-là. Une des premières habiletés, une des premières caractéristiques, l'enfant qui est initié tôt au jeu de chamaille, au jeu de tiraillage, puis ceux qui ont des frères et sœurs, c'est un peu plus facile, puis ils peuvent en témoigner plus facilement. Mais le principal apprentissage que l'enfant va faire de ces jeux-là, c'est de reconnaître, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime me faire faire? Qu'est-ce que je n'aime pas me faire faire? Quelles sont mes limites? Comment reconnaître ces émotions-là? Comment je peux faire pour communiquer ce que j'aime me faire faire puis ce que j'aime pas me faire faire à mes amis? Comment je vais me prendre pour m'exprimer de façon claire que quand je dis non, ça veut dire que je n'ai plus envie? C'est à travers les jeux de chamaille que les enfants vont faire ces apprentissages-là qui sont si vitaux. Puis je suis certain que présentement, vous avez tout le monde en tête plein d'images. C'est aussi par ces jeux-là que l'enfant va apprendre à développer des sentiments d'empathie. Je disais tantôt sur les mots que vous avez écrits dans la bulle, l'empathie, c'est une qualité qu'on voudrait que nos enfants développent davantage. Mais c'est par des jeux comme ça que l'enfant va se rendre compte, hey, j'ai fait mal à mon ami sans faire exprès, mais je vais aller m'excuser. Être à l'écoute autant des autres que de nos propres préoccupations, l'empathie. C'est aussi à travers le jeu libre que l'enfant va découvrir son monde imaginaire, qui va développer sa créativité. De plus en plus, on voit ça, les employeurs, ce qu'ils recherchent, c'est des gens qui sont imaginatifs, qui sont créatifs, qui ont la capacité de réfléchir à l'extérieur de la boîte. Mais les enfants, cette qualité-là, le seul moment où ils peuvent la développer, c'est quand ils sont en période de jeu libre. Parce que quand je suis en jeu libre, puis on ne me dit pas quoi faire, on ne me dit pas comment le faire, bien forcément, ça va m'amener à m'ennuyer comme enfant. Puis l'ennui, c'est important. Il faut laisser nos enfants s'ennuyer parce que c'est quand ils s'ennuient qu'ils se posent la question, mais moi, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi mes passions? Qu'est-ce qui m'amène à avoir du plaisir dans le jeu? C'est aussi par le jeu libre que l'enfant va développer, si c'est possible pour lui, dans son jeu, de prendre lui-même des risques, de décider qu'est-ce qui pour moi est dangereux en fonction de mes habiletés motrices. Ça va amener l'enfant à développer la confiance en lui qui a en ses habiletés motrices. Plus que ça, ça va aussi développer la qualité dont les enfants ont besoin pour reconnaître ce qui est dangereux, de différencier une situation qui est dangereuse d'une situation qui ne l'est pas. Si on n'expose jamais nos enfants à ces risques-là, à ces dangers-là, quand ils arrivent plus tard dans la cour de l'école où il y a moins de surveillance ou à l'adolescence, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que leurs habiletés motrices leur permettent de faire. Puis souvent, c'est ces enfants-là qui vont se faire le plus mal. Donc, d'un côté, on essaye de les protéger, qu'ils ne se fassent pas mal, en contrôlant les règles avec l'hypersécurité, mais le résultat de ça, c'est qu'au bout de la ligne, nos enfants, ils se font beaucoup plus mal. Le jeu libre va aussi amener les enfants à échanger socialement dans les valeurs que vous avez écrites tout à l'heure, là. La capacité de rentrer en contact avec les autres enfants, la capacité d'échanger. Je n'ai pas à demander à mes amis s'ils ont besoin de jouer, s'ils veulent jouer avec moi si je suis dans un jeu encadré, organisé. Mais par contre, je suis en jeu libre, puis je vais avoir du plaisir. Puis c'est une des choses que les enfants une des raisons pour lesquelles les enfants ont du plaisir dans le jeu, c'est de passer du temps avec leurs amis. Donc, ces habiletés-là sociales, ils vont les développer aussi à travers le jeu libre. Pour faire en sorte que quand nos enfants deviennent adolescents, il n'y ait pas toujours le réflexe de se renfermer dans cette bulle technologique-là pour communiquer avec les autres. Parce que c'est donc moins dangereux, la perception qu'il y a, c'est donc bien moins dangereux d'entrer en contact avec quelqu'un ou de parler avec quelqu'un à travers un clavier puis un écran d'ordinateur que de prendre mon téléphone puis de l'appeler ou que d'aller cogner à la porte
chez mon ami pour voir s'il a envie de jouer avec moi aujourd'hui. C'est quasiment disparu, hein, ça, les enfants qui répondent au téléphone à la maison ou qui vont cogner à la porte de chez quelqu'un. On dirait que ça n'existe plus. Mais c'est dans la petite enfance, c'est dans l'enfance que l'enfant va développer ces qualités-là. Puis si on lui enlève l'opportunité d'avoir des moments libres, de jeu libre, on lui enlève aussi des opportunités de développer ces qualités-là qui pourtant, comme parents, ce sont des qualités qu'on souhaite tellement que nos enfants développent. Donc, on voit que le rôle du jeu libre dans le développement de l'enfant est non seulement essentiel, mais vital. C'est vital à leur développement. Je pense qu'on a, tout le monde ici, la capacité, puis aussi, quelque part, la responsabilité d'essayer de changer les choses, de transformer nos environnements, de changer nos règles pour que les enfants puissent à nouveau être des enfants, que les enfants soient plus libres d'explorer. On a tous un peu cette responsabilité-là, puis vous avez tous ici, comme parents, comme enseignants aussi, des raisons, des convictions profondes de le faire, parce que vous réalisez les problèmes auxquels vos enfants font face présentement. Donc, c'est un peu la première étape. Hein. Si on veut changer les choses, la première étape, c'est de faire cette prise de conscience-là. De faire cette prise de conscience-là que oui, moi, comme parent, je peux changer quelque chose. Comme direction d'école, je peux changer quelque chose. Comme enseignante ou comme enseignant, je peux changer des choses. Comme éducatrice en CPE aussi. On a tous une façon qu'on peut s'y prendre pour changer, transformer nos milieux pour les rendre plus favorables. Quand on donne la formation, on dit souvent aux intervenants près des enfants d'essayer de changer leur posture. On a souvent l'impression qu'il faut intervenir auprès des enfants, comme on disait tout à l'heure, mais transformer un peu notre rôle puis le considérer plus qu'on est là pour accompagner les enfants, les soutenir dans leur développement, leur donner ce qu'ils ont besoin comme environnement pour qu'ils se développent. Remettre aussi en priorité les raisons qui amènent le plaisir dans le jeu chez l'enfant pour que l'enfant puisse perdre pas espoir dans le jeu. Souvent, les enfants, ils vont perdre espoir, ils vont abandonner, ils vont se désintéresser du jeu. La première chose qui amène du plaisir dans le jeu chez l'enfant, c'est d'être avec ses amis. C'est pas les modules de jeu gonflables. C'est pas le clown qu'on fait venir à la fête de notre enfant pour divertir tout le monde. C'est pas l'animalerie qui se déplace non plus. La principale chose qui amène les enfants à avoir du plaisir dans le jeu, c'est d'être avec ses amis. Donc, on voit que le jeu libre, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'il faut qu'il se passe dans la spontanéité, dans la simplicité, qui coûte rien, en fait. On voit que les enfants sur la planète qui jouent le plus actuellement, c'est des enfants qui viennent de pays très défavorisés, hein? Puis les personnes qui étudient ces populations-là, elles viennent à se rendre compte aussi que c'est ces enfants-là qui n'ont pas de problème de stress, ils n'ont pas de problème d'anxiété, ils ne font pas de dépression non plus, puis ils ont de l'air heureux, ils ont de l'air épanouis, ils sont autonomes, ils ont de l'empathie. Donc, le jeu libre doit rester quelque chose de simple, de facile. On n'a pas besoin de rien organiser pour que nos enfants jouent bien. L'autre chose qui amène les enfants à avoir du plaisir dans le jeu, c'est de savoir qu'ils vont avoir suffisamment de temps pour jouer, parce que c'est vrai que c'est long de jouer. C'est vrai que c'est long de me poser la question, mais moi, j'ai envie de jouer à quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui? D'organiser mon matériel, d'organiser mon environnement, d'amener des amis à jouer avec moi, de construire mes règles. C'est long de jouer. Puis souvent, quand cette 15-20 minutes-là est passée, souvent la cloche va sonner. Souvent, l'enfant va être interrompu dans son jeu pour une routine quelconque, parce qu'il y a un changement de groupe ou peu importe. Mais quand l'enfant se sent souvent interrompu comme ça dans son jeu, à un moment donné, il va lâcher prise. Il ne le dit pas clairement comme ça. Mais c'est ce qui arrive aussi. C'est que l'enfant qui sent qu'il est toujours interrompu dans son jeu, qu'il n'a jamais l'occasion d'aller au bout de son imagination, d'aller au bout de son jeu, de rentrer aussi intensément dans son jeu, qu'il pourrait avoir un tremblement de terre et qu'il ne le sentirait même pas, d'être imprégné par son jeu pour
que l'enfant arrive à ce niveau-là, il a besoin d'au moins 40-45 minutes. Or, avec nos horaires surchargés, de parents qui travaillent, puis d'enseignants qui ont un horaire vraiment chargé, puis la même chose dans les CPE, c'est très rare dans une journée, on peut offrir ce temps consécutif-là aux enfants. Donc, évidemment, de se re-questionner par rapport à nos règles, par rapport à notre agenda, c'est la première étape. De diminuer la pression aussi qu'on a. Diminuer la pression, cette pression-là, c'est une pression sociale qui est véhiculée dans plein de médias, les médias sociaux, entre autres. Mais de s'enlever de nos épaules cette pression-là, qu'on a souvent l'impression que les enfants ont besoin qu'on organise leur vie pour qu'ils puissent faire les apprentissages essentiels. Ça revient à faire confiance aux enfants. Il faut réapprendre à faire confiance aux enfants. Il y a une phrase que je réutilise souvent, une phrase qui a été dite par une dame qui est psychologue, une experte du développement de l'enfant. Cette phrase-là dit que la nature fait beaucoup mieux les choses que notre intelligence en ce qui a trait au développement de l'enfant. Que si on faisait davantage confiance à l'enfant, qu'il y a tout ce qu'il faut dans son coffre d'outils pour se développer, à condition par contre qu'on le laisse dans un environnement où il peut explorer, donc qu'on le laisse dans un environnement qui va être propice au jeu libre. Je vais vous présenter quelques exemples que j'ai vus, que j'ai entendu parler, que j'ai lus, de gens qui se sont re-questionnés sur ces règles-là puis qui ont fait des changements dans leur milieu. Entre autres, des changements qui ont été faits par les parents. Prendre conscience que si mon enfant il va jouer à l'extérieur, parce que, je trouve ça important, puis mon enfant, tant mieux, il aime ça, jouer à l'extérieur. Il sort à l'extérieur, puis il n'y a personne dans le quartier, il n'y a personne dans les ruelles, il n'y a personne dans le parc, mais je vous garantis que dans 5 minutes, il est déjà rentré dans la maison. Donc, d'être capable de faire des liens avec notre voisinage, avec les parents qui vivent autour de nous, juste pour se rassurer, nous, comme parents, que finalement, l'environnement n'est pas si dangereux que ça. Tisser des liens avec nos voisins aussi pour qu'on puisse compter sur eux quand on a besoin d'aide. L'expression, ça prend un village pour élever un enfant, mais on a perdu ce village-là dans notre bulle technologique. Donc, de recréer des liens dans notre voisinage, de faire en sorte de discuter avec les autres parents pour trouver des moments où nos enfants pourraient se rassembler au parc puis jouer, puis qu'il y ait un adulte avec eux. Pas un adulte qui est là pour intervenir dans leur jeu, un adulte qui est juste là pour assurer une présence, pour rassurer les autres parents. Il y a des parents qui ont fait des changements de règles comme ça. Il y a des parents aussi qui ont constaté que, ils se sont fait dire par leur médecin que leur enfant avait des problèmes de stress, d'anxiété, puis que, sur le plan moteur, il y avait certains retards, puis que, heureusement, le médecin a dit, faut absolument que votre enfant bouge davantage. Là, ce parent-là s'est posé la question, mais comment mon enfant pourrait jouer ou bouger davantage? Son horaire est déjà tellement chargé avec l'école, le service de garde, etc. Mais cette personne-là a mis comme piste de solution de démarrer un trottibus dans son quartier pour permettre aux enfants de marcher pour aller à l'école, permettre aussi aux parents d'avoir l'impression que c'est plus sécuritaire pour leurs enfants de marcher jusqu'à l'école. Ça a aussi fait boule de neige, cette initiative-là. Ça a amené les parents des enfants qui participaient au trottibus d'échanger davantage ensemble, de trouver aussi des moments où ces enfants qui participaient à cette activité de trottibus-là pouvaient se rencontrer après l'école pour jouer au parc, etc. Ce qu'il faut prendre conscience aussi comme parents, c'est qu'on a une grande influence sur les règles en place dans nos CPE, dans les garderies, à l'école. La plupart des directions d'école présentement, puis des directions de CPE, sont d'accord pour dire qu'il faut absolument modifier, changer mon environnement. Mais à chaque fois que je propose des initiatives, il y a 1 ou 2 parents qui viennent me voir puis qui n'est pas d'accord parce que pour lui, il juge que ça met son enfant en danger. Donc, les directions d'école sont souvent pris entre l'arbre puis l'écorce entre vouloir offrir un environnement qui est plus favorable, mais d'un autre côté, devoir affaire à des parents qui sont très craintifs par rapport à la prise de risque. Puis c'est souvent ces parents-là aussi qui parlent le plus fort, qui font le plus de bruit,
puis qui parle le plus. Donc, c'est important comme parent, si vous pensez que votre enfant doit être dans un milieu où il doit prendre plus de risques, puis qu'il fait plus de place au jeu libre, de le communiquer aussi, de lever votre main, puis parce que vous êtes la majorité des parents qui pensaient ça. Beaucoup d'exemples aussi d'écoles qui ont changé des règles. On a entendu beaucoup parler d'écoles qui ont éliminé les jeux de ballon dans le cours d'école parce que c'est trop dangereux que les enfants reçoivent un ballon dans la figure. Donc, des écoles qui se sont re-questionnées sur leurs règles puis qui ont réintroduit les jeux de ballon chasseurs. C'est permis de jouer au ballon. C'est permis de jouer au roi de la montagne. Des CPE, des milieux de garde aussi, qui ont mis en place des mesures pour encadrer les jeux de chamaille. On voit aussi des villes, des municipalités qui ont mis en place des environnements qui sont plus favorables, s'assurer que les enfants puissent se déplacer à l'école en mettant soit des brigadiers ou en aménageant le territoire différemment, en mettant disponibles pour les enfants dans les parcs, des boîtes à jouets, que les enfants peuvent découvrir et utiliser des ballons au parc, des cerceaux, des cônes, des foulards, pour justement que l'enfant trouve un environnement où c'est possible d'inventer son jeu avec du matériel qui est simple comme ça. Je vais terminer en vous remerciant beaucoup de votre attention puis d'être ici ce soir, mais aussi avec l'espoir que vous ressentez aussi un peu comme moi ce sentiment d'urgence-là qu'il faut changer les choses. Hein? Il faut absolument, chacun de nous, se re-questionner sur les règles qu'on a dans nos milieux, dans nos familles, dans nos écoles. Avec l'espoir aussi que vous deveniez aussi des agents de changement pour influencer vos milieux, pour influencer votre environnement, que vous deveniez des agents de changement, que vous ayez demain matin déjà 2-3 idées en tête pour « mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer les règles puis offrir un environnement qui soit plus favorable à mes enfants ». Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de soirée.